Salut à tous, c'est Mandibulata. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode des temps anciens qui va parler du Silurien. Prenez vos popcorn, installez-vous confortablement dans votre canapé et c'est parti. L'histoire du Silurien a commencé il y a 443 millions d'années. C'est une période charnière où beaucoup de grands événements de la vie se sont produits, comme l'apparition des premiers poissons à mâchoire, l'apparition des insectes, des plantes et de plein d'autres animaux. Elle voit même l'apparition de la toute première plante, Cooksonia, il y a 430 millions d'années, qui était une plante assez simple en vrai. Sans feuilles, fleurs ou quoi que ce soit. Juste une tige, comme surface pour la photosynthèse. Un rhizome, une sorte de tige souterraine, et un sporange, l'organe où les spores sont émises en gros, pour la reproduction. Toutes ces évolutions seront essentielles pour le développement de la vie pendant les prochaines périodes. Les arthropodes, depuis l'Ordovicien, ont bien changé, car on observe un déclin dans la diversité des trilobites, mais les euryptérides ont toujours autant de succès qu'avant. Avec par exemple l'espèce Eurypterus qui a vécu il y a 432 millions d'années, qui était un assez petit euryptéride par rapport à Pentecopterus, mesurant seulement 60 cm de long, ce qui est assez petit par rapport à Pentecopterus de la période dernière. La structure corporelle d'Eurypterus est très intéressante. En effet, il est divisé en deux parties, le céphalothorax et l'abdomen. Le céphalothorax possède plusieurs paires d'appendices importants. Les premiers, les chélicères, sont l'appendice utilisé pour consommer de la nourriture, donc la découper puis l'avaler. Elles sont suivies de 3 paires de petites pattes et une paire de pattes normales. Et il se finit par une paire d'appendices en forme de rame qui servait à nager à cet euryptéride. L'abdomen, lui, est composé de 12 segments et est terminé par un telson en forme d'aiguille. Eurypterus était un prédateur attaquant des trilobites et des animaux à corps mou. C'était aussi sûrement un charognard, à la manière de certains crustacés modernes. Eurypterus, grâce à son système respiratoire très proche de celui des crabes, était sûrement capable de respirer temporairement à la surface. Une capacité qui va être retrouvée chez ses cousins, là où elle va être très utile. En effet, au Silurien apparaissent les premiers arachnides, l'ordre des trigonotarbides, un groupe d'arachnides ressemblant fortement à des araignées, avec des tailles allant de quelques millimètres à 5 cm de long. Ils avaient une structure du corps similaire à celle des euryptérides, mais au lieu de posséder des pattes nageuses, ils possèdent 4 paires de pattes caractéristiques des arachnides. Ce groupe était sûrement constitué de prédateurs, et ce qui les a poussés à sortir de l'eau est probablement la sortie de l'eau de leur proie, un groupe cousin d'arthropodes, les mandibulates. Le groupe d'arthropodes qui, à l'inverse des chélicérates, est caractérisé par les mandibules. Ce groupe, au Silurien, comporte les mille-pattes, les crustacés, et un autre groupe qui va dériver des crustacés. Les mille-pattes sont les premiers à sortir de l'eau il y a 425 millions d'années, avec l'espèce Campecaris obanensis. C'était un arthropode de 2 à 3 cm de long, qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Écosse. Mais le groupe le plus important de mandibulates apparaîtra au Dévonien, le groupe des insectes, qui est de base un petit groupe de crustacés apparentés aux rémipèdes, mais qui deviendront rapidement le centre du monde animal. Mais les arthropodes ne sont pas le seul groupe à subir un changement radical. Au Silurien, les ostracodermes de l'Ordovicien sont déjà plus diversifiés qu'avant, avec plein de nouveaux groupes, comme les galéapsides, les anapsides et les télodontes. Les télodontes sont un groupe d'ostracodermes particulier. En effet, ils possèdent des écailles solides à la place de plaques osseuses. Ils mesuraient entre 15 et 30 cm de long. Ce groupe est constitué de petits prédateurs se nourrissant d'invertébrés, certains vivaient même dans l'eau douce, donc les rivières et les lacs. Ce groupe comprenait de nombreuses espèces, comme l'Anarchia, l'Oganelia et Fursacoda. L'autre groupe d'ostracodermes est le groupe des anapsides. Des poissons qui, contrairement à la plupart des ostracodermes, sont totalement dépourvus de boucliers et possèdent des écailles comme les poissons modernes, et aussi une structure nasale plus proche de celle des lamproies que des autres ostracodermes. Les anaspides sont probablement liés au groupe de poissons qui va nous intéresser, les gnatostomes, ou les poissons à mâchoire, qui sont apparus avec le groupe des acanthodiens, un groupe de petits poissons qui sont les premiers à posséder l'attribut le plus utile de toute l'histoire des vertébrés, la mâchoire. La mâchoire, en fait, vient d'une déformation des arcs branchiaux, des os dont le but de base est de soutenir les branchies,
mais qui ont été guidés au fil de l'évolution pour devenir l'appendice le plus utile des vertébrés, la mâchoire. Cet appendice, permettant aux poissons de chasser plus efficacement, sera une révolution. Le premier acanthodien connu est Cyanodus, il y a 439 millions d'années, un petit poisson qui sera l'avènement d'un immense changement pour la vie future des vertébrés. Les acanthodiens vont ensuite donner naissance aux trois groupes principaux de gnatostomes, du Paléozoïque, les placodermes, les chondrichiens et les ostéichiens. Les placodermes sont un groupe de poissons dont le concept est le même que celui des ostracodermes. En effet, ce sont des poissons dont la caractéristique principale est leur corps recouvert de plaques osseuses. Et beaucoup avaient des dents faites en os. Le premier placoderme connu est Antelognathus, un poisson mesurant entre 11 et 20 cm de long, qui vivait, il y a 419 millions d'années, dans les mers et les océans de la fin du Silurien. C'était sûrement un herbivore se nourrissant d'algues avec sa mâchoire en forme de bec. Le second groupe, les chondrichiens, ou le groupe des requins, des chimères et des raies, est lui aussi apparu au Silurien, et est caractérisé par son squelette cartilagineux, à l'opposé du squelette osseux des placodermes et des ostéichiens, et aussi par leurs dents qui se renouvellent continuellement chez la plupart des chondrichiens. Le premier membre des chondrichiens est le petit poisson Doliodus, un petit chondrichien sans histoire qui donna naissance aux futurs raies et aux terrifiants requins. Le troisième groupe de gnatostomes que j'ai mentionné, les ostéichiens, sont un groupe de poissons caractérisés par leur squelette osseux, en opposition à celui des chondrichiens. Ils sont apparus il y a 426 millions d'années dans les océans du Silurien. À partir de ce moment, ils se sont rapidement séparés en deux groupes. D'un côté les actinoptérygiens et de l'autre les sarcoptérygiens. Les actinoptérygiens, les poissons à nageoires rayonnées, sont caractérisés par leurs nageoires formées d'une peau soutenue par des rayons osseux appelés lipidotriches. Les actinoptérygiens composent l'écrasante majorité des poissons, genre 99%. Le premier actinoptérygien connu est Andreolepsis, un poisson qui a vécu il y a 420 millions d'années, dans les eaux profondes ou pas de la période du Silurien. Il donnera naissance plus tard aux thons, sardines, poissons rouges et tout type de poissons encore. L'autre branche, les sarcoptérygiens, sont un groupe de poissons caractérisés par leurs nageoires charnues, des nageoires articulées, avec des muscles et des os comme le fémur, etc. En opposition à juste des rayons osseux avec une peau dessus. Les sarcoptérygiens sont composés de coelacanths, des dipneustes actuels, et ont donné naissance aux tétrapodes, donc mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux, etc. Ce groupe changera grandement le monde, dans toutes les proportions, dans la période suivante, le Dévonien. L'état des continents depuis l'Ordovicien n'a pas trop changé, on retrouve toujours les mêmes continents. Le Proto-Gondwana est toujours plein sud, mais la différence notable est dans le fait que les trois continents du Nord, Laurentia, Baltica et Sibéria, ont commencé à fusionner pour créer un nouveau supercontinent. Du côté du climat, au Silurien, la moyenne du globe est à 17 degrés, soit 3 degrés de plus que la moyenne d'aujourd'hui. Le niveau de la mer était plus haut de 180 mètres que celui d'aujourd'hui. Quant au taux d'oxygène dans l'air, il était de 14%, ce qui est inférieur de 6% au taux moderne. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et à regarder la vidéo qui va s'afficher juste là.